7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le général Denis Mercier, commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Alors c'est un titre un peu compliqué, impressionnant. Le général Mercier, pilote de chasse, est en fait un des deux commandants stratégiques de l'OTAN, impliqué à travers de nombreux pays membres dans la lutte contre Daesh et les barbares de l'État islamique. Général Denis Mercier, bonjour. Oui, bonjour. La semaine dernière, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirmait que Daesh reculait en Irak. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, vous qui avez une vision panoramique de ce qui se passe sur le terrain ? Alors, je voudrais préciser, par rapport à ce que vous venez de dire, que l'OTAN n'est pas engagée dans cette coalition. Non, les pays membres de l'OTAN sont engagés. Et des pays membres de l'OTAN sont engagés, oui. Dans ce domaine-là, je suis certainement pas directement concerné par ces opérations. Ce qui est important, c'est que toutes les opérations militaires, quelles qu'elles soient, ont des objectifs qui sont des objectifs politiques, en fait. Et les solutions sont politiques. Et les militaires ne peuvent amener que leur soutien à ces solutions politiques. La décision est politique. Les décisions et les négociations sont politiques. Les militaires n'amènent qu'un soutien à une vision politique. Cette vision politique conduit à un certain nombre de négociations aujourd'hui dans le cadre des négociations qui sont menées à Vienne. Et ce que peuvent faire les opérations aujourd'hui, c'est maintenir et affaiblir les forces de Daesh le temps qu'une solution politique avec tous les acteurs qui sont très nombreux puisse être trouvée. Une fois de plus, l'OTAN n'a pas de lien particulier, sauf que dans notre rôle, si ces opérations sont possibles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une interopérabilité, une possibilité pour ces forces de travailler ensemble qui a été construite depuis plus de 60 ans maintenant par l'OTAN. Au mois de juin, vous étiez alors chef d'état-major de l'armée de l'air. Vous disiez qu'il fallait frapper Daesh au niveau de ses centres stratégiques, ses centres de commandement. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors, je ne crois pas que j'ai été entendu. Les décisions, une fois de plus, elles sont prises de façon politique. Ce qui est important quand on mène des opérations, c'est d'essayer de voir d'où nos ennemis tirent leurs forces et d'attaquer ces endroits d'où ils tirent leurs forces. En l'occurrence, c'est une partie de ces centres stratégiques était plutôt en Syrie. Donc aujourd'hui, il y a une cohérence. C'est quoi un centre stratégique ? C'est les puits de pétrole, c'est les centres de commandement, c'est les bureaux des patrons, c'est quoi ? Tout dépend beaucoup du type d'adversaire qu'on peut avoir. Si je regarde les adversaires qu'on a pu avoir en Afrique, ils tenaient, ces groupes terroristes en Afrique, par exemple, tirer leurs forces de leur mobilité. Donc à ce moment-là, il fallait trouver les caches qui leur permettaient de se ravitailler en armes, qui leur permettaient de se ravitailler en pétrole, et c'était ça leur mobilité. Et en fonction des adversaires, ça peut être très différent. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, et ça c'est un rôle qu'on a dans l'OTAN, et c'est une de mes responsabilités, c'est de s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est l'instabilité dans ces pays. Et on a un certain nombre de feuilles de route, de partenariat avec des pays, y compris les pays de la région. Je pense à la Jordanie, par exemple, je pense à l'Irak, où nous sommes en train d'aider ces pays à développer leurs propres capacités militaires, de manière à renforcer leur capacité à lutter contre le terrorisme. Vous êtes des formateurs, en quelque sorte. On est des formateurs. C'est la mission qu'on mène en Afghanistan aujourd'hui. L'OTAN continue d'avoir une mission en Afghanistan. Ce n'est pas une mission de combat. C'est une mission qui permet aux forces afghanes de développer leurs propres capacités pour qu'elles soient capables de se battre. Et ça marche plutôt pas mal. Elles se battent, elles perdent des hommes. Mais si je regarde ce qui se faisait il y a 10 ans, les forces avaient pas du tout le même niveau. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on a un vaste projet qui aide un certain nombre de pays à développer leurs propres capacités militaires. C'est un rôle pour l'OTAN, c'est un rôle pour mon état-major. Mais tout le monde travaille quand même largement ensemble, j'imagine, vous le disiez. Oui. Ce n'est pas l'OTAN qui bombarde de fait en Syrie ou en Irak. Non, l'OTAN n'est pas engagé dans cette coalition. On est d'accord, mais malgré tout, vous travaillez ensemble avec les pays. J'imagine que tout ça est coordonné. On a beaucoup dit au début que, notamment entre les Russes et les Américains, c'était compliqué. Vous mettez de l'huile dans les rouages aussi, vous, j'imagine. Alors, même si la Russie n'est pas membre de l'OTAN. Comme je vous l'ai dit, comprenez bien, l'OTAN n'est pas engagé dans cette coalition. Par contre, ce qui est important, c'est que l'OTAN est une source d'interopérabilité. C'est quoi l'interopérabilité ? C'est de faire que un certain nombre de pays arrivent, et quand ils sont engagés dans une coalition, qu'elle soit sous commandement américain, comme c'est le cas au Levant, ou sous d'autres directions, eh bien, leur système puisse s'interconnecter et que des avions puissent parler aux navires, puissent parler à des forces spéciales, puissent parler. Et ça, c'est un rôle, et c'est un succès de l'OTAN depuis très nombreuses années, avec un certain nombre de défis dans ce domaine-là, des défis techniques, des défis industriels, et ça, c'est au cœur de mes responsabilités également. Vous êtes, je le disais, pilote de chasse, de formation. Oui. Quand on bombarde comme ça, on arrive à savoir si les objectifs ont été atteints, parce que c'est vrai que ça communique pas beaucoup derrière. On arrive à savoir précisément...
Oui, aujourd'hui, vous avez des capacités qui vous permettent, de diriger jusqu'au dernier moment vos armements, et ensuite d'en avoir une évaluation extrêmement précise par des systèmes de renseignement. Donc, qu'ils soient les systèmes de renseignement d'ailleurs embarqués, ou d'autres systèmes de renseignement. Donc on arrive à avoir une boucle, c'est d'ailleurs une boucle de préparation d'objectifs, dans n'importe quelle opération, ensuite traitement des objectifs, et ensuite évaluation des résultats. Et c'est une boucle qui est un cycle pratiquement en temps réel, en fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à gagner cette guerre avec de simples bombardements, compte tenu de l'efficacité de ce qu'est un bombardement aujourd'hui ? Mais en fait, je reviens à ce que je vous disais au début, il n'y a pas de solution qui ne soit pas politique. La seule chose qu'on peut faire, c'est que quand on a une situation complexe, qui est celle que nous vivons... C'est pas un politique que je pose la question, c'est un militaire, un expert militaire. Je vais vous expliquer. Quand on a une situation complexe, qui est celle que l'on vit aujourd'hui, ce que peuvent faire les armées actuellement, c'est éviter que Daesh s'étende. Si Daesh s'étend, et c'est ce qu'on fait depuis le début avec les frappes aériennes, si Daesh s'étend, il n'y aura pas de solution politique possible. Donc là, il faut les contenir. Ce qu'on fait, c'est les contenir et les affaiblir de manière à de manière à donner du temps aux politiques. Et ça, c'est un vrai succès, ça prend du temps, c'est pas toujours compris en disant mais finalement on voit pas les résultats. Si les résultats sont là, il faut toujours se poser la question, et si on n'avait pas fait ces frappes aériennes, où on en serait aujourd'hui? On n'aurait pas donné du temps au monde politique pour trouver une solution. Général Denis Mercier, il y a une information ce matin dans le Canard enchaîné. Le 4 janvier, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui prévoit la réintégration complète de la France et de son armée dans les instances militaires de l'OTAN. Déjà, ça veut dire quoi? Ça changerait quoi par rapport à la situation actuelle? Mais non, je crois que c'est simplement l'aboutissement d'un processus. Ce processus qui a fait que, vous savez, le général de Gaulle était sorti de la structure militaire de l'OTAN. Il y avait, pour des questions de souveraineté qui se justifiaient en 1966, mais la souveraineté s'exerce différemment aujourd'hui. Et c'est un long processus qui s'est établi sous d'ailleurs différents présidents de la République. On y était revenu en 2009 avec Nicolas Sarkozy. Qui a amené cette réintégration. Donc c'est l'aboutissement de ce processus. Ce processus, il est logique parce que, d'abord, la France a toujours participé à toutes les opérations de l'OTAN. On n'est jamais sorti de la structure politique de l'OTAN. Et il y avait un sens aujourd'hui de souveraineté dans ces cas-là? Non, justement. Aujourd'hui, la manière dont sont gérées les crises fait que vouloir exercer sa souveraineté sans être dans une grande institution internationale comme celle-ci, ou pourtant participe aux opérations, ne permettrait pas de le faire. Donc aujourd'hui, l'OTAN permet à la France, au contraire, qui a de réelles capacités, d'exercer sa pleine souveraineté, tant sur le plan diplomatique, sur le plan politique, le plan industriel. Merci beaucoup, Général Denis. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.